Bonjour à tous, nous avons choisi pour notre TPE de vous présenter Léonard de Vinci. Vous le connaissez sans doute pour ses peintures, notamment pour sa célèbre Joconde, mais nous avons choisi de vous faire découvrir un autre aspect de ce génie, ses inventions. Léonard de Vinci, nommé Leonardo di Serpiero da Vinci, est né le 15 avril 1452 en Toscane, en Italie. Il est le fils illégitime d'un père notaire et d'une mère servante. À 15 ans, son père le place dans l'atelier du célèbre peintre et sculpteur Andrea del Verrocchio à Florence, première ville où apparaîtra la Renaissance, où il apprendra à peindre, sculpter et autres disciplines. À l'âge de 20 ans, il est enregistré dans le célèbre guilde des artistes peintres de Florence, le Compagnia dei Pittori. Sa carrière de peintre débute par des œuvres remarquables telles que le baptême du Christ, où il participera à peindre les cheveux d'un ange. Il développera une technique de peinture à un point de raffinement jamais atteint avant lui. Il quitte l'atelier vers 1476. À 26 ans, il quitte son maître après avoir brillamment dépassé celui-ci dans toutes les disciplines. Léonard de Vinci devient alors maître peintre indépendant et installe son atelier à Florence. Tout au long de sa carrière, il recevra de nombreuses commandes par les plus grandes figures de son époque, comme par exemple les Médicis. De plus, il réfléchit à des projets techniques, militaires et aériens. Léonard de Vinci étudie aussi l'architecture et le corps humain. De Vinci quitte Rome après y avoir vécu 2 ans et part vers la France, où François Ier le nommera premier peintre, architecte et ingénieur du roi. Il sera installé au manoir du Clos Lucé, à Amboise, où il décédera 3 ans plus tard. Nous sommes donc posé la question suivante, était-il en avance sur son temps ? Dans un premier temps, nous parlerons de Léonard de Vinci, ingénieur d'exception, puis anatomiste, ensuite en tant qu'architecte et théoricien, et pour finir de lui en tant que peintre innovant. Nous terminerons par les difficultés qu'il a rencontrées et les critiques qu'il a subies. Sans plus attendre, commençons. Dans le Codex Atlanticus, rédigé par Léonard de Vinci, des chercheurs ont retrouvé des traces d'ingénierie militaire. En effet, ce génie a inventé de nombreuses machines de guerre. En bonhomme de la Renaissance, l'insatiable et ambitieux Léonard de Vinci revisite le travail des antiques pour donner vie à ses inventions. Certains des premiers projets de Léonard affèrent aux machines de siège et de défense. Même s'ils sont toujours liés aux machines de guerre traditionnelles, elles renvoient une image spectaculaire de par leur contenu et la forme visuelle qu'elles arborent. La catapulte est l'une des machines de siège inventées par Léonard de Vinci, utilisée pour lancer des projectiles à grande distance sans emploi d'aucun explosif. Apparentée à la baliste, qui elle projetait des lances, la catapulte est capable de projeter de lourdes pierres ainsi que des cadavres à l'aide de ressorts et d'un câble tendu. Ce char d'assaut, mieux que des éléphants, pourra semer la terreur dans la cavalerie de l'ennemi. Des hommes grimpés sur ces machines et équipés d'armes mettront en fuite la troupe adverse. Le char d'assaut est l'une des machines les plus emblématiques de Léonard de Vinci. Bénéficiant d'un espace intérieur pouvant accueillir une dizaine d'hommes, des roues dentées pour assurer un maximum d'adhésion et d'un système de déplacement mécanisé. Composé d'une carapace en forme de tortue, percée de 30 ouvertures pour les 30 canons qui font feu de tous les côtés, ainsi que d'une tourelle de commandement offrant une vue à 360 degrés sur les champs de bataille. Léonard de Vinci donne à l'artillerie sur roue une dimension technologique sans précédent. Le manque de fonctionnalité de l'engin paraît surprenant. Certains historiens ont même suggéré que le maître italien aurait pu laisser son schéma incomplet pour en protéger les secrets de fabrication. Léonard de Vinci avait un rêve, voler. C'est la principale occupation du maître italien. Il cherchera toute sa vie à essayer de faire voler l'homme par l'observation des oiseaux, notamment de la chauve-souris. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 machines volantes inventées par Léonard de Vinci. La première, l'ornithoptère, apparenté au mouvement de l'oiseau. La seconde, l'hélicoptère ou hélice volante. Et pour finir, le parachute.
L'hélice volante, généralement considérée comme l'ancêtre de l'hélicoptère moderne, est l'une des machines volantes imaginées par Léonard de Vinci. Il s'agit en réalité d'une version aérienne de la vis d'Archimède, conçue comme une spirale en toile de lin tendue sur un squelette en fil de fer soutenu par une armature en bois. Ce dispositif n'a sûrement jamais vu le jour. En effet, 4 hommes étaient destinés à pousser une tige perpendiculaire à l'axe central, permettant la rotation de la voile. Cependant, les hommes pouvaient uniquement fournir une fraction de l'énergie nécessaire pour s'élever de cette façon. L'idée était là, c'est ce qui inspira les avions à moteur rotatif. Il me semble que si cet instrument à vis est bien construit, avec de la toile de lin aux interstices bouchés par de l'amidon, et si le mouvement rotatif est rapide, la vis deviendra alors l'élément mâle et l'air l'élément femelle, et elle pourra ainsi s'envoler. Léonard de Vinci explique que si un homme a un pavillon de toile fine bouchée, il pourra se jeter de n'importe quelle hauteur sans se faire mal. Il modernise le concept du parachute, créé par un ingénieur suédois du XVe siècle. Léonard de Vinci modifie notamment la taille de la voile, pour la rendre proportionnelle au corps qu'elle supporte. Il propose une voile de forme pyramidale de 7 mètres de haut sur 7 mètres de large. Cependant, d'après les dessins de Léonard de Vinci, le pilote du parachute se tenait aux cordes, ce qui était très difficile en termes de maintien. De plus, son projet n'a pas pu fonctionner car il manquait d'une cheminée d'air permettant la stabilisation du parachute. En conséquence, son engin était trop lourd pour planer.
Au cours de l'hiver 1510-1511, Léonard ne réalise pas moins de 20 dissections de corps humains en collaboration avec un professeur d'anatomie. La dissection est un processus de déconstruction minutieuse et méthodique d'un corps humain, réalisé en découpant ce dernier afin d'étudier ses organes internes. Dans son manuscrit A sur l'anatomie, Léonard décrit le corps humain avec une précision surprenante. Il étudie le corps en ayant recours au principe de la mécanique, analyse son mouvement en termes de levier, point d'appui et autres concepts d'ingénierie analogue. Il compare la colonne vertébrale au mât d'un navire, le mode de soulèvement de la poitrine à une poulie, la production de chaleur par le cœur à un four et toute autre comparaison. Léonard étudie les fluides corporels, notamment le sang et ses mouvements dans les cavités du cœur, et découvre que ce dernier est un muscle. La comparaison avec l'imagerie médicale moderne met en lumière le caractère véritablement novateur de ses recherches. Ainsi, Léonard apporte à la science des découvertes remarquables sur le mécanisme corporel de l'humain. Léonard utilise l'anatomie pour découvrir l'organisation du corps humain, pour pouvoir la retranscrire dans ses tableaux et ses sculptures. Il mélange donc les sciences et les arts pour donner un effet encore plus réaliste à ses tableaux. Pendant la Renaissance, les proportions du corps humain sont étudiées par des artistes pour réaliser une représentation précise de la figure humaine en peinture et en sculpture. L'étude anthropométrique la plus célèbre de Léonard de Vinci est celle de l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve ou homme vitruvien est un dessin à la plume réalisé par Léonard de Vinci vers 1492 pour illustrer son édition moderne de De Architectura de Vitruve. Le dessin illustre le concept de l'architecte romain, mais il corrige l'enseignement antique des proportions de Vitruve. Le trait de génie de Léonard est d'avoir représenté l'inscription des membres dans un cercle et dans un carré sur un unique corps central, tronc, cou et tête, et d'avoir apporté des modifications de détails pour harmoniser l'ensemble. Léonard corrige les erreurs de Vitruve en se servant des mesures qu'il a prises lui-même. Le document appartient depuis 1822 au musée dell'Accademia de Venise. Selon son étude, si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d'un 14e, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos membres étendus sera au nombril, et que l'espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral, le tout inscrit dans un cercle. De plus, si vous vous tenez debout, bien droit, en étendant vos bras perpendiculairement à votre tronc, vous devez savoir que la longueur de vos bras étendus sera égale à votre hauteur, ce qui vous inscrit dans un carré. En étudiant les proportions, nous pouvons étudier que 4 doigts font une paume, et 4 paumes font un pied, 6 paumes font une coudée, 4 coudées font la hauteur d'un homme. Le nombre d'or, appelé phi, est une proportion équivalente à 1,618, censée représenter l'équation permettant de percevoir la dimension esthétique de toute chose. Ce nombre est un rapport arithmétique. En effet, ce dernier n'est ni une mesure, ni une dimension. C'est un rapport entre deux grandeurs homogènes. Ce nombre est significatif de beauté, d'excellence, de perfection, quand les parties d'un ensemble sont proportionnelles entre elles, contrairement à la laideur, où les parties d'un tout sont démesurées, insuffisantes. Dans cette recherche des proportions parfaites du corps humain, Léonard de Vinci démontre qu'il existe des proportions parfaites se référant au nombre d'or. En conséquence, on peut montrer l'organisation géométrique du corps et préciser que tous les membres du corps humain ont des proportions spécifiques. Donc quelle que soit la taille de l'individu, on trouvera toujours les mêmes rapports de longueur. La pommée, la coudée deviennent des unités parfaites selon le nombre d'or. Le lien avec l'architecture est alors plus facile à envisager. En effet, si le corps humain est si parfait, il paraît naturel de définir les proportions des bâtiments en fonction de celles des personnes. C'est dans le cadre de cette recherche de perfection que les bâtiments religieux, les peintures et sculptures se sont aménagés selon le nombre d'or. Par exemple, la scène est divisée en rectangles élaborés en fonction du nombre d'or. Fait marquant d'entre tous, les proportions de l'homme de Vitruve sont en adéquation avec ce nombre. Tous ces rectangles ont exactement les mêmes proportions. Cette figure contient également un hélicoïde magique qui répète à l'infini les proportions du nombre d'or. Pour les Grecs, le rectangle d'or représentait une loi mathématique de beauté. Nous le trouvons dans leur architecture classique. Par exemple, le Parthénon, le plus fameux édifice de la Grèce antique, contient plusieurs rectangles d'or.
Ces mêmes proportions d'or se retrouvent aussi dans la sculpture grecque de l'Antiquité. Au cours des siècles qui suivirent, le rectangle d'or fut le constant idéal de beauté proposé à toutes les formes d'architecture du monde occidental. Notre-Dame de Paris en est un exemple extraordinaire. Ce n'était pas non plus un secret pour les peintres de la Renaissance. La cartographie est un art, une technique ou pratique consistant à compiler voire dessiner des cartes ou des graphiques. Aux fins de s'assurer la protection de César Borgia, Léonard dessine un plan d'Imola en 1502, arpentant celle-ci dans le but d'effectuer des mesures précises, puis d'établir l'agencement exact des rues et des champs entourant la ville. L'approche scientifique inédite de Léonard de Vinci en matière d'établissement des cartes impressionne tant César Borgia qu'il l'engage comme ingénieur en chef militaire et architecte. Il s'occupera de la canalisation de la ville, la rendant plus pratique. Le perspectographe est un appareil optique réalisé par Léonard de Vinci, permettant de tracer une vue perspective linéaire précise sur un dessin. Il se compose d'un cadre utilisé comme œilleton. On place devant celui-ci une plaque de verre transparente qui permet à l'artiste de dessiner une scène avec tous les éléments articulés les uns par rapport aux autres de façon appropriée. Le dessin est alors décalqué sur une toile en suivant les contours, puis les détails y sont reportés. La perspective linéaire est un système mathématique qui donne une illusion de profondeur sur une surface plane, moyennant le recours à des phénomènes optiques comme la convergence apparente de lignes parallèles et la diminution de la taille des objets proportionnellement à une distance centrale fixe, à savoir celle d'un spectateur contemplant le tableau. Le sfumato, ou fumée, est une technique picturale inventée par Léonard de Vinci. Elle consiste à déposer plusieurs petites couches superposées de pigments petit à petit, afin de donner un effet vaporeux au contour d'un visage par exemple. En effet, lorsque nous nous approchons d'une de ces peintures, nous observons que le sfumato laisse une certaine incertitude, un flou. Cependant, lorsque nous nous mettons à juste distance, le tableau nous paraît net. Des scientifiques ont remarqué en effectuant des radios d'un tableau de Léonard et d'un autre peintre de la Renaissance que son tableau ne présentait aucun contour, apparenté à de la fumée, alors que dans l'autre tableau, les contours étaient quasi parfaits. Vers 1476, le maître italien entre à l'atelier de Paolo Buccello où il étudiera la perspective. La perspective atmosphérique est un effet visuel de l'humidité et des poussières atmosphériques sur les paysages, perceptible notamment sur des objets éloignés où les couleurs bleutées semblent plus prononcées et les tons plus estompés. Plus l'objet est lointain, plus sa couleur se fond avec celle de l'atmosphère environnante. En peinture, ce procédé permet de donner une impression de profondeur, d'éloignement. Il est obtenu grâce à l'utilisation de couleurs véritables pour les objets au premier plan, puis la dissolution progressive des couleurs et des tons, ainsi que la dégradation de la netteté des contours des objets en arrière-plan, également dénommée perspective aérienne. Ce type de perspective apparaît au début du XIVe siècle grâce à la mise au point de la peinture à l'huile. John Van Eyck est le premier grand peintre à l'utiliser, mais celui qui a le plus contribué à développer cette technique est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a rencontré beaucoup de difficultés au cours de sa carrière et de sa vie, notamment à cause de ses nombreuses condamnations pour des faits divers qui lui ont coûté quelques séjours en prison. À l'âge de 6 ans, on lui refuse l'accès à l'éducation. C'est donc de lui-même, par l'observation de la nature, qu'il va faire son apprentissage. La religion chrétienne, et plus particulièrement le catholicisme en Europe, était considéré comme son ennemi, car il imposait de nombreuses règles aux sciences que Léonard condamnait. Ce dernier a fait de nombreuses découvertes qui mettaient en péril la foi catholique. Par exemple, les découvertes de Léonard de Vinci sur l'anatomie remettent en question le fonctionnement du corps par les religieux de cette époque. Il a eu beaucoup de mal à terminer ses œuvres à cause du sfumato, qui prenait beaucoup de temps à réaliser. Il rencontre des difficultés pour trouver des mécènes qui n'acceptaient pas de travailler avec lui. Léonard a fait l'objet de plusieurs critiques durant son époque. En effet, beaucoup de personnes pensaient que les travaux de Léonard n'étaient pas de lui et qu'il n'avait rien inventé. Selon notre étude sur Léonard de Vinci et ses inventions, nous avons découvert un homme précurseur et ambitieux. En effet, Léonard était en avance sur son temps, quand nous observons ses inventions spectaculaires. Et encore, vous en avez vu qu'un morceau.
L'expression « homme de la Renaissance » fait référence à la capacité d'une personne à embrasser une multitude de disciplines différentes. Léonard est l'homme de la Renaissance par excellence.